Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 46e émission de Et si on parlait de sport avec Laurent Garnier et nos chroniqueurs Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Inès Swifi qui sont avec nous pour quelques semaines. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 46e émission, nous accueillons André Olive, président de la Ligue d'athlétisme d'Occitanie, Jean Monnier, responsable de la formation des entraîneurs en Occitanie et coordinateur des centres d'entraînement implantés au Creps de Toulouse, Gilles Castillon, vice-président en charge du développement sport pour tous de la Ligue Occitanie de badminton et vice-président de la Fédération française de badminton en charge du projet Paris 2024, Florence Delgal, quadruple championne de France du para-badminton en double dame et qui sera la capitaine du relais de la flamme olympique le 17 mai prochain en Haute-Garonne, Delphine Delru, la toute récente championne d'Europe de badminton en double mixte avec son coéquipier Tom Jikel, Bernard Pujol, chroniqueur et membre directeur du comité départemental de rugby et Didier Don, préparateur mental. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Préparez-vous à être inspiré par un monde où chaque pas, chaque saut et chaque lancer représente un défi et une victoire. Nous plongerons au cœur de l'athlétisme, un univers vibrant où la vitesse, la puissance et la technique se rencontrent pour créer des moments d'exception. Nous explorerons les disciplines emblématiques, des sprints fulgurants aux sauts spectaculaires en passant par des lancers impressionnants. Enfin, nous évoquerons les valeurs fondamentales de ce sport, l'engagement, la détermination et le dépassement de soi. En deuxième mi-temps, nous vous transporterons dans l'univers envoûtant du badminton où l'agilité, la précision et la concentration sont clés du succès. Un sport d'adresse et de vitesse qui captive les joueurs et les spectateurs du monde entier. Nous mettrons en lumière les tournois majeurs et les grands champions qui ont marqué l'histoire de ce sport. Enfin, nous examinerons les bienfaits physiques et mentaux du badminton ainsi que son accessibilité à tous les niveaux de pratique. Mais avant le coup d'envoi de cette 46e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? On débute les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline. Oui, on va débuter avec l'athlétisme et la Ligue de Diamant lors de la première étape à Xiamen en Chine. Et pour le 100 mètres haies, à moins de 100 jours des Jeux Olympiques, la Française Sirena Samba Mayela bat le record de France du 100 mètres haies en 12 secondes 55. Et en saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis bat son propre record du monde de saut à la perche en passant 6 mètres 24. Son précédent record était à 6 mètres 23. En ce qui concerne les mondiaux de marche à Antalya en Turquie, Gabriel Bordier et Pauline Sté ont qualifié l'équipe de France pour le relais mixte de marche des prochains Jeux de Paris dimanche à Antalya. C'est la première fois que cette épreuve figure au programme olympique. Direction le triathlon avec l'Ironman 70.3 de Valence en Espagne. En pleine préparation pour la saison olympique, le Français champion du monde 2022 de triathlon Léo Bergère s'est imposé sur l'Ironman 70.3 de Valence. Et en natation cette fois, il y a les championnats d'Australie. L'Australienne Molly O'Callaghan est devenue la femme la plus rapide de l'année 2024 sur le 200 mètres en réalisant un temps de 1 minute 53 secondes 57 centièmes samedi à Gold Coast. Direction maintenant le tennis avec le tournoi ATP 500 de Barcelone. Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi face au Grec Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-3. À noter le bon parcours du jeune Français de 19 ans Arthur Fils qui s'est incliné en quart de finale 2-7-1 face au Serbe Dusan Lajovic en ayant éliminé l'Australien Alex de Minaur 2-7-0, 7-5, 6-2 en huitième de finale. Tournoi WTA 250 de Rouen, l'américaine Sloane Stephens, 39e mondiale, a remporté le 8e titre de sa carrière en dominant Magda Linette 6-1, 2-6, 6-2. Caroline Garcia a été éliminée en demi-finale par Sloane Stephens 6-3, 6-2. Et du côté du tir, Pauline, que s'est-il passé ? Eh bien, on va parler du tournoi de qualification olympique de Rio au Brésil. Le champion olympique en titre, Jean Kikampoa, médaillé de bronze au pistolet 25 mètres vitesse, a décroché son quota pour Paris 2024. Clément Bessaguet, lui, a décroché la médaille d'argent. Il est déjà qualifié pour les Jeux. Et en Junior Cup à Sofia, en Bulgarie, les Bleuets en grande forme. 4 médailles d'or pour l'équipe mixte U21, l'équipe France U18, l'équipe homme U21 et l'équipe mixte U21 Arcapouli. Une médaille
médaille de bronze pour l'équipe femmes U21. Maintenant, direction le cyclisme sur route avec la Flèche Wallonne. Le Britannique Stephen Williams a remporté la flèche entre Charleroi et Huy en Belgique. Le Français Kevin Vauquelin est lui deuxième. Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar a remporté le Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois de sa carrière dimanche en se détachant à 34 km de la ligne. Le Slovène de 25 ans a devancé le Français Romain Bardet. Et continuons avec le VTT, la Coupe du Monde de Short Track à Araxá au Brésil. Le Français Victor Koretsky s'est imposé samedi sur la deuxième manche de Coupe du Monde. Hockey sur glace mondial féminin, l'équipe de France a réussi son entrée dans le championnat du monde de division 1A dimanche à Klagenfurt en Autriche. Les Bleus ont nettement battu les Pays-Bas 5-1. Et du côté de la division 1, les Corsaires de Nantes ont remporté le championnat de France de division 1 après avoir battu Chambéry 5-2 lors du match 5 de la finale. Côté basket, ça dit quoi ? Et on va parler de la Ligue féminine 2 et des playoffs. Le match aller de demi-finale, énorme victoire du Toulouse Métropole Basket sur le parquet d'Aulnois, 74-67. Et en National 1, les Taureaux du Stade Toulousain Basket en échec à l'extérieur avec une défaite importante 101-66 contre Pont-de-Chéruy lors de la 10e journée de la deuxième phase. Et quelques mots de handball maintenant. La Coupe de France, Nantes domine largement le PSG en finale avec une victoire 31-23. Et du côté de la Liqui Moly Star League, match nul, 30 partout entre le Phoenix Toulouse Handball et Saint-Raphaël dans le cadre de la 25e journée. Les Toulousains, toujours 4e, avec 33 points. Quelques mots de futsal et la finale Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le Maroc sacré champion d'Afrique pour la 3e fois de suite après leur victoire contre l'Angola 5-1. Et maintenant, dirigeons-nous sur le football féminin avec la Ligue des Champions et les demi-finales aller. Mené 0-2 à la 80e minute, Lyon a tout renversé en fin de match pour s'imposer finalement 3-2 face au PSG. Match retour dimanche 28 avril. Dans l'autre demi-finale, Chelsea surprend le FC Barcelone 0-1 en terre catalane. Et en football, cette fois, et la Ligue des Champions, le match retour, le PSG aura eu droit lui aussi à sa petite remontada, défaite 3-2 au match aller au Parc des Princes. Les Parisiens ont renversé la tendance pour s'imposer 4-1. Ils défieront le Borussia Dortmund en demi-finale. Et en Ligue Europa, cette fois, l'Olympique de Marseille élimine Benfica au tir au but 4-2 et se qualifie pour les demi-finales. Ils affronteront l'Atalanta Bergame. Et en Ligue Europa Conférence, Lille s'incline au tir au but à domicile face à Aston Villa 4-3. Les Lillois sont éliminés de la compétition. Et en championnat d'Allemagne, le Bayer Leverkusen est sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Les hommes de Xabi Alonso n'ont pas perdu depuis le début de la saison, 25 victoires et 4 nuls. Et en Ligue 1, Toulouse a cru vaincre le signe indien et s'offrir une victoire historique contre l'OM, mais grâce à un retourné acrobatique de Faris Moumbania. Au bout du temps additionnel, l'OM a arraché le nul 2-2. Vainqueur à Reims en fin de match 2-1, Montpellier est quasiment assuré de renouveler son bail en Ligue 1. Et en Ligue 2, le Rodez Aveyron Foot s'est imposé 2-0 sur son terrain contre Auxerre, le leader du championnat lors de la 33e journée. À présent, le rugby à 13 avec la Super League. Les Dragons catalans ont pris facilement le meilleur sur ULKR 36-6 lors de la 8e journée. Une victoire qui leur permet de rester seuls en tête du championnat. Maintenant, le championnat, 2e division, 5e journée, le Toulouse Olympique a remporté son match face aux Anglais de Whitehaven 40-4. Championnat de rugby handisport, première victoire pour le stade toulousain Olympique à 13 en déplacement à Perpignan sur le score de 39-34. Et maintenant, parlons de rugby féminin. Et oui, et surtout de la 4e journée du tournoi destination, l'équipe de France a remporté avec autorité son 4e match du tournoi destination dimanche à Cardiff face au Pays de Galles 40-0. Les Bleus joueront le titre face à l'Angleterre samedi prochain à Bordeaux. Rugby à 15 à présent avec le top 14. Les Toulonnais ont remporté un solide bras de fer face aux Toulousains 20-19 à l'occasion de la 21e journée. Castres l'emporte sur le fil face à La Rochelle 25-24. Perpignan, quant à eux, ont remporté un choc capital pour le maintien face à Lyon, 51-20, tandis que Pau a su se défaire de Montpellier, 31-23. Pro D2, Montauban s'est incliné face à Vannes sur sa pelouse, 23-36. Colomiers a perdu à l'extérieur contre Nevers,
34 à 15 et Béziers n'a pas relevé les résultats des équipes occitanes car ils se sont inclinés sur le terrain d'Aurillac 27 à 7. Et en moto cette fois, il est 24 heures du Mans. La Suzuki numéro 12 du team CERT, pilotée notamment par les Français Greg Black et Étienne Masson, ainsi que Britannique Dan Limfoot et le japonais Kokoro Hatsumi, ont offert au constructeur japonais sa 15e victoire dans l'épreuve. Il s'agit d'un record. Autorallye, le rallye de Croatie, Sébastien Ogier s'est imposé dimanche. Le Français a profité des erreurs Delphine Evans et Thierry Neuville dans la spéciale numéro 18 dimanche matin pour signer sa 59e victoire en World Rally Championship. Et en auto F1 cette fois, et le Grand Prix de Chine, intouchable, le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen avec Red Bull s'est imposé pour la première fois de sa carrière au Grand Prix de Chine devant l'anglais Lando Norris sur McLaren et Sergio Pérez sur Red Bull. Côté français, chez Alpine, Esteban Ocon a échoué aux portes des points, 11e, et Pierre Gasly a terminé 13e. Décollons vers le vol en planeur avec le record européen qui a été battu par Baptiste Innocent en réalisant un vol sensationnel de 1710 km, soit 13 heures et 42 minutes de vol le 16 avril 2024. Et le petit clin d'œil de la semaine, 2 cyclistes amateurs parcourent 2196 km pour former un dessin GPS représentant les anneaux olympiques sur la carte de France. Guillaume Koudlanski de Lustrac et Vincent Brémond ont ainsi battu le record du monde du plus grand dessin GPS à vélo en équipe. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur les mascottes aux Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour. Bonjour Pauline Gaston-Conduite. Bonjour Pauline. Alors la chronique du jour porte sur les mascottes aux Jeux. Et oui, vous le savez certainement, les mascottes olympiques sont les ambassadrices des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elles incarnent l'esprit des Jeux et jouent un rôle essentiel dans l'accueil des athlètes et les visiteurs des Jeux. À savoir que depuis leur introduction en 1968, ces personnages sont devenus des éléments indispensables, chargés de représenter les idéaux olympiques, de transmettre les valeurs propres à chaque édition, de mettre en avant l'histoire et la culture de la ville haute, ainsi que de créer une ambiance festive tout au long des Jeux. Bernard, quand avons-nous découvert la première mascotte de l'histoire des Jeux Olympiques ? Revenons en arrière si vous voulez bien. On va revenir à Grenoble, aux Jeux Olympiques de 68, en France, encore une fois, novatrice dans le domaine, où tout a débuté avec Chousse. Chousse, c'était le petit bonhomme plié sur ses skis, de tout sourire, très mignon, et qui a fait craquer tout le monde du sport, et on avait tous Chousse auprès de soi. Donc, il fallait aller tout chousse en fait. En fait, c'est vrai, ça c'est C'était tout simple. Il fallait aller tout chousse avec ce petit bonhomme qui était en porte-clés, en gadget de tous bords, le petit doudou qu'on avait à l'époque. Voilà, puis effectivement en 68, je reviens sur cette époque où c'était de l'insouciance, où la jeunesse était débordante. On avait repris cet épisode-là, où la camaraderie, la fraternité, la joie étaient de mise, et ça a vraiment caractérisé, et Chousse a bien matérialisé ces Jeux Olympiques. Depuis lors, les mascottes sont devenues une tradition incontournable à chaque édition des Jeux. Au cours des décennies, les mascottes ont progressé, évoluant de simples personnages à des créatures fantastiques, souvent chargées de messages culturels et environnementaux, où effectivement il a été libre cours à l'esprit, aux idées, à l'innovation et à l'imagination. Un exemple notable est Misha. Le petit ours russe. Il était pas si petit que ça, mais il était mignon. Il était mignon. En peluche, il était mignon, c'est vrai, Laurent. Alors donc, Misha, l'ours russe des Jeux de Moscou en 1980. Avec son large sourire accueillant et son apparence sympathique, Misha incarnait non seulement l'esprit des Jeux en tant qu'ambassadeur, mais également un symbole de paix et d'amitié entre les nations, reflétant ainsi les valeurs fondamentales des Jeux Olympiques, et on y revient toujours, et on est grandement heureux de ceci. Laurent, les mascottes vont au-delà d'un simple rôle fétiche. Oui, alors un petit clin d'œil, parce qu'on parlait aussi de 1980, c'était pas forcément une année facile pour les Jeux Olympiques, et ce petit ours en fait lui-même permettait peut-être de calmer un peu cette ambiance. Il faut savoir que donc les mascottes, c'est vrai que maintenant c'est devenu un vrai symbole, c'est un petit objet, c'est quelque chose qui
et qui reflète l'esprit des Jeux Olympiques. Alors, c'est différentes figures familières, c'est une universalité du sport qui rassemble des individus autour de valeurs partagées telles qu'on l'a dit, l'amitié, le respect et l'excellence. Alors, les noms des mascottes sont finalement, Bernard, vraiment méticuleusement sélectionnés, qui reflètent à la fois donc la culture bien sûr du pays qui les conçoit, les principes olympiques. Pour vous expliquer, prenons l'exemple des JO à Sydney en 2000. Les mascottes étaient Sid, Millie et Holly. Alors, ça représentait respectivement un ornithorynque à bec de canard, fallait donc tout ça pour Sydney, un équidé ou tamanoir pour ceux qui sont des spécialistes des animaux, ou un martin chasseur géant, tous emblématiques de la riche faune australienne. Voilà, c'est cependant des mascottes qui vont au-delà maintenant du simple caractère sympathique parce qu'elles sont désormais des produits bien sûr commerciaux. On a trouvé à travers ces produits-là de décliner, faire ce qu'on appelle dans le jargon des goodies qui génèrent bien évidemment des revenus significatifs pour le Comité international olympique. Il faut savoir que maintenant c'est déposé, ce sont des marques et des produits qui sont à travers des peluches, des figurines et tout un tas d'autres produits dérivés et qui sont très prisés par les collectionneurs du monde entier qui les transforment en véritables icônes de la culture populaire. Ça reste un super symbole. Voilà. Par contre, pour le processus de sélection, Pauline, comment ça se passe ? Alors, le processus de sélection des mascottes olympiques implique généralement une démarche rigoureuse. Les organisateurs des Jeux lancent fréquemment des concours ouverts à tout public pour soumettre des propositions de mascottes, lesquelles sont ensuite réduites à une sélection finale. Et alors, Bernard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mascottes paralympiques ? Alors, effectivement, plusieurs mascottes. Et concernant les Jeux paralympiques, en parallèle des mascottes des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques disposent également de leurs propres représentants. Ces personnages incarnent les valeurs et la diversité, on le reprend à chaque fois, des athlètes paralympiques et sont fréquemment conçus en collaboration avec des individus et des situations vivant le handicap. Voilà. Malgré tout, toutes ces vertus, il y en a eu quelques de controversées, Laurent. Bah oui, notamment celle controversée parce que selon la manière dont le fabricant ou le concepteur l'a imaginé, l'exemple notable c'est celui de la mascotte des Jeux Olympiques de 2012 avec Wenlock qui était critiqué pour son aspect singulier et son manque surtout de lien avec la culture britannique, et on sait que nos amis britanniques sont très à cheval sur un certain nombre de produits et Wenlock n'était pas tout à fait dans l'esprit souhaité à l'époque. Mais il y avait aussi les mascottes de la jeunesse, Pauline. Et oui, les Jeux Olympiques de la jeunesse sont également pourvus de leur propre mascotte. Ces personnages ont pour objectif d'inspirer et de motiver la prochaine génération d'athlètes en mettant en avant des valeurs telles que l'amitié, l'excellence et le respect, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors bien sûr, Pauline, il serait trop long d'énumérer toutes les mascottes. La liste est tellement longue et on ne pourrait pas être exhaustif de toutes les citer depuis leur création. Mais intéressons-nous à celle des Jeux de Paris 2024. Les friges. Ces personnages en forme de bonnet phrygien, tout le monde connaît ces leçons d'histoire, on ne posera pas de questions là-dessus, sont les mascottes officielles des Jeux de 2024. Leur histoire remonte au célèbre bonnet phrygien, symbole de liberté. Marianne l'arbore et on le revoit souvent sur les photos où effectivement il était question et sujet de liberté. Les friges se tiennent au côté des Français lors des grands moments de l'histoire. Ils y ont joué un rôle majeur et aujourd'hui, ils sont convaincus que le sport peut tout changer. Ces mascottes s'inspirent d'un vêtement qui est un emblème de liberté, comme vous venez de le dire, depuis des siècles, apparu dès l'Antiquité. Utilisé sur des drapeaux en Amérique latine, avant d'être popularisé par les révolutionnaires français, le bonnet phrygien est aujourd'hui largement reconnaissable dans l'imaginaire populaire français. Il coiffe notamment Marianne, comme je vous le citais, dans nos mairies et sur nos timbres, symbolisant ainsi la Révolution, la République, la liberté. À Paris, deux mascottes, Laurent, c'est ça ? Oui, alors on a la frige olympique avec une définition, on va dire philosophique, qui a été attribuée à cette mascotte, la frige olympique. Toujours réfléchie et stratège, elle n'entreprend une aventure qu'après avoir soigneusement pesé le pour et le contre. Tout comme les athlètes olympiques, elle comprend l'importance d'évaluer tous les paramètres pour atteindre ses objectifs. Derrière son apparence malicieuse, elle reste discrète et préfère dissimuler ses émotions. Dotée d'un esprit méthodique et d'un charme irrésistible, elle saura convaincre le plus grand nombre à pratiquer le sport, plus de sport au quotidien. Et on a la deuxième frige, qui est la frige paralympique pour Pauline. Et oui, la frige paralympique est reconnaissable avec sa prothèse de course. Elle est capable de courir à une vitesse fulgurante. Son style, c'est d'aller de l'avant. Certains la qualifient de tête brûlée, et c'est peut-être vrai. Ce qui est certain, c'est qu'elle déteste l'ennui et adore découvrir de nouvelles expériences. Peu importe le sport, en équipe ou en solo, elle est toujours partante. Avec elle, vous serez encouragé à
bouger, à jouer et à transpirer. Dotée d'un esprit de fervente supportrice, elle aime promouvoir les valeurs du sport, célébrer les athlètes dans tous les stades et tous les sites de jeu et faire la fête pour célébrer les victoires ou se remonter le moral après une défaite. Quand on voit la description, Pauline, j'avais eu la folle idée de dire que Pauline était la mascotte de Si on parlait de sport, mais la description est très fidèle, si je puis me permettre, mais je suis fan et peut-être pas objectif. Vous l'aurez compris, les mascottes des Jeux Olympiques continuent d'évoluer et de captiver l'imagination du public mondial. Sans elles, on serait orphelin, on l'attend avec impatience, soulignant ainsi l'importance durable de ces symboles dans la célébration du sport et de l'unité mondiale. Pour conclure cette rubrique, nous pouvons en effet dire que les mascottes des Jeux Olympiques ne se limitent pas à leur aspect mignon et coloré, elles sont également de puissants ambassadeurs de l'esprit olympique et de l'unité mondiale à travers le sport. Leur évolution au fil des décennies témoigne de leur rôle croissant dans la promotion des valeurs olympiques auprès d'un public de plus en plus vaste, c'est à mieux. Merci beaucoup Bernard et Laurent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique JO où nous vous parlerons des nouveautés des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités André Olive et Jean Monnier. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir André Olive, qui est le président de la Ligue d'athlétisme d'Occitanie, et Jean Monnier, responsable de la formation des entraîneurs en Occitanie et coordinateur des centres d'entraînement implantés sur le Creps de Toulouse. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Laurent. Merci de nous avoir invités. Bonjour Laurent. Merci. En tout cas, dans un premier temps, on va apprendre à vous connaître pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? On va commencer par André. Oui, bonjour. André Olive, président de la Ligue d'athlétisme d'Occitanie. C'est une ligue qui représente 25 000 licenciés, qui a 13 départements, donc l'ampleur de ce territoire qui est supérieure au Benelux et aussi grand que l'Autriche. Alors André, ce qui m'intéresse, c'est qui est André ? Depuis combien de temps ? Parce que comment on arrive dans l'athlétisme ? Aujourd'hui, on a un président, mais derrière le président, il y a un homme, il y a un sportif quelque part. C'est ça qui nous intéresse. Alors, effectivement, l'affaire remonte à fort loin, puisque lorsque j'étais au collège, en rentrant en 6e, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé dedans en étant tout petit, puisque mon professeur d'EPS, mon premier professeur d'éducation physique, est un monsieur qui, peu de temps après, est devenu l'entraîneur du 4x100 français, de Roger Bambuc, de Jocelyn Delcourt, de Picmal, de ceux qui ont décroché une médaille aux Jeux Olympiques. Comme en plus j'avais quelques qualités physiques de vitesse, eh bien je ne pouvais pas passer à côté. Donc je suis devenu professeur d'éducation physique à mon tour. Et puis ensuite conseiller technique régional, conseiller technique interrégional et entraîneur national sur la fin de ma carrière. Donc l'athlétisme tous les jours, au matin, à midi et le soir. Donc de la génération du brevet sportif populaire que l'on faisait à l'époque. Vous me rajeunissez absolument pas, mais vous avez tout à fait raison. C'était des épreuves de l'époque et c'était assez amusant. Jean, alors toi, peut-être un petit peu moins loin, mais quel est ce parcours, cette passion pour l'athlétisme ? Alors, un petit peu moins loin, mais j'ai commencé quand même il y a un petit moment maintenant. J'ai suivi un copain en fait à l'athlé, donc j'ai commencé en tant que pratiquant quand j'avais 8 ans, il me semble. Puis petit à petit, j'ai continué à en faire et puis à en faire surtout de plus en plus, jusqu'à arriver à Toulouse en tant qu'étudiant où je me suis entraîné au Creps de Toulouse avec Dominique et Hernandez sur les structures régionales. En parallèle de ça, j'étais en STAPS et tout naturellement, j'ai commencé à entraîner un petit peu au début sur une période de blessure. Puis j'ai passé les diplômes nécessaires pour entraîner et être rémunéré contre encadrement. Puis j'ai été au fur et à mesure de plus en plus pro dans l'athlé, en club, jusqu'à être recruté il y a 2 ans sur la Ligue d'athlé d'Occitanie pour l'émission que tu as présentée tout à l'heure. Alors, vous êtes les bonnes personnes pour nous parler de cet athlétisme. L'athlétisme, un sport majeur, voire le sport majeur des Jeux Olympiques. Longtemps, ça fut la discipline la plus importante enseignée à l'école, je dis bien longtemps. Peut-on faire un petit rappel justement sur les différentes épreuves sportives qui constituent ce sport ? Alors, l'athlé, c'est un sport large. Donc, on a beaucoup déjà de familles de spécialités, de familles de disciplines, avant de parler de discipline. Si je devais parler un peu de toutes ces familles-là, on a le sprint et les haies, c'est les plus connus avec le 100 mètres qui est quand même l'épreuve reine des Jeux
Jeux Olympiques. Et puis ça va s'étendre jusqu'aux 400 mètres ou 400 mètres haies pour les disciplines où on a des haies. Donc 100, 200, 400. 100 mètres haies pour les dames, 110 mètres haies pour les hommes. On a d'ailleurs une championne depuis peu de temps là qui vient de marquer des points. Oui, on a une championne qui a marqué des points même ce week-end parce qu'elle vient de battre le record de France du 100 mètres haies qui datait de 1990. On l'a annoncé dans les résultats tout à l'heure, donc c'est pour ça que je soulevais l'information. Ouais, belle performance. Et, elle a quelques médailles aussi dans la sacoche, donc c'est une athlète très prometteuse parce qu'elle est jeune. Mais en dehors du sprint aidé, on a aussi les épreuves de demi-fond et de fond. Alors pour bien faire la séparation, quand on parle de demi-fond, c'est les épreuves qui vont aller du 800 mètres au 5000 mètres. Donc on a le 800, le 1500 mètres, le 3000 mètres steeple et le 5000 mètres. Et le fond, on va avoir le 10 000 mètres. Alors là aussi, petit point d'attention, quand on parle de 10 000, c'est que ça se court sur piste. Quand on parle de 10 km, c'est que ça se court hors stade. Puis on va avoir le semi-marathon et le marathon. Pour les épreuves qui sont au JO, pas de 10 km, mais un 10 000 mètres sur piste et le marathon. On va avoir la marche athlétique, qui fait aussi partie des disciplines d'endurance, avec l'épreuve olympique du 20 km marche. Mais on a aussi le 10 km et le 50 km chez les hommes, même si le 50 km n'est plus une discipline olympique depuis 2 Olympiades, je crois, quelque chose comme ça. Et on va avoir après les concours, les sauts, le saut en longueur, le triple saut, le saut en hauteur et le saut à la perche. Ça, la perche, ce week-end aussi, extraordinaire. Oui. Et puis, saut à la perche, c'est une culture française aussi d'exception. On a eu quelques recordman du monde et récemment, on a eu un champion olympique il y a une douzaine d'années qui va tenter de se qualifier au jeu. Voilà, qui sait, oui, bien sûr. À Londres, Renaud Lavillenie. Oui. Alors, petite précision en ce qui concerne la perche. C'est la seule épreuve en athlétisme où vous n'êtes pas uniquement responsable de la performance que vous réalisez. Quand vous courez, quand vous sautez en longueur ou en hauteur, quand vous lancez quelque chose, ce sont vos muscles et rien d'autre qui produisent la performance. La perche, on a besoin d'un ustensile qui s'appelle la perche elle-même et c'est elle qui vous propulse en l'air. Donc c'est une discipline un peu particulière dans le monde de l'athlétisme, d'où l'attrait pour ces gens qui montent, je rappelle le record du monde, 6,24 mètres. Ça fait très haut. Puis c'est pas pour autant plus facile parce que quand on a une perche qui mesure 5 mètres au bout des mains et qu'on doit courir à bloc, présenter la perche dans un butoir très précisément pour qu'elle nous renvoie correctement et pour finir sur le tapis et pas en dehors du tapis, il faut avoir le courage de le faire et puis il faut être bien réglé et puis bien prendre en compte les conditions qu'il y a autour pour pouvoir le faire. Et qu'il n'y ait pas de vent d'autant. Si possible. Oui, c'est ça. Ça ne facilite rarement la tâche. C'est pour ça d'ailleurs que les records sont souvent plus élevés en salle qu'en extérieur. Alors depuis ce week-end, non, il nous a fait mentir Armand Duplantis, mais on verra l'hiver prochain. Il était poussé par le vent en fait. C'est ça, sûrement. Donc on a fait le tour un peu de toutes ces épreuves. Alors il nous en reste quelques-unes quand même, on va pas les oublier parce que en plus c'est des épreuves qui sont pas très médiatisées, moins médiatisées peut-être que le 100 mètres par exemple, mais on a les lancers avec le lancer de poids, le lancer de disque, le lancer de javelot et le lancer de marteau. Puis on va avoir les épreuves combinées où là encore on a des Français qui sont performants. Chez les filles, l'heptathlon, donc 7 épreuves. On marque des points sur chaque épreuve et ça nous fait un total derrière qui nous classe. Et le décathlon pour les hommes, 10 épreuves. Donc ça, c'est les disciplines individuelles. Après, vous avez les relais, évidemment. Jean est passé un peu vite sur le décathlon. Oui, on sait qu'on a un champion. Nous y reviendrons. On attend. Donc on n'a pas voulu tout de suite en parler. Merci pour cette belle présentation. Ça nous permet de nous rendre compte que l'athlétisme est rempli de plusieurs disciplines riches et variées. À présent, retour en compétition et sur les derniers événements de l'athlétisme, notamment les championnats du monde en salle à Glasgow. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, les championnats du monde à Glasgow, déjà qui ont eu lieu début mars. On avait une sélection française qui était assez restreinte parce qu'elle se voulait performante sur place. C'était l'objectif de la fédération et de la direction technique nationale. Donc on a eu 13 Français qui ont été sélectionnés sur ces championnats du monde et ça a plutôt bien marché dans l'ensemble parce que sur ces 13 Français, il y en a 2 qui finissent médaillés sur les haies. Donc on a Sirena Samba-Mayela qui a battu le record de France ce week-end et qui est vice-championne du monde en titre sur le 60 mètres haies en salle. Et puis on a juste Kouamate qui malheureusement
malheureusement s'est blessé il n'y a pas longtemps et qui a pris la médaille de bronze. Est-ce que à présent vous pouvez nous faire un point sur les qualifiés d'Occitanie pour les Jeux Olympiques et plus généralement sur les qualifiés français à ce jour? Ça va aller très très vite parce que pour l'instant il n'y a personne. Je pense que les médias sont pressés de connaître qui va être qualifié. Impatient, on va dire. Oui, pourtant la règle a été donnée. Nous attendons les championnats de France qui auront lieu à Angers aux 3/4 du mois de juin. Et c'est à la suite de ces championnats que nous aurons la liste définitive. Alors là-dessus, bien sûr, nous ne vous ferons pas attendre plus longtemps. Nous avons des gens qui sont particulièrement bien placés parce que les critères, ils cochent un certain nombre de cases. La seule chose, c'est qu'ils sont obligés d'attendre les aspects réglementaires des délais pour donner la sélection. Et je pense essentiellement à Mélodie Julien, la jeune Tarnaise qui, sur le marathon, est en très bonne position. Maintenant, dans le pire des scénarios, sachez qu'il y a 5 filles qui sont capables de faire encore les minima, alors qu'il n'y aura que 3 places. Il y a peu de chances qu'elles ne fassent pas partie des élus. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le droit de dire qu'elle est sélectionnée. Elles sont sur la bonne voie. Et elle est en très très bonne voie. Donc André, on t'attend au moment des résultats pour venir nous retrouver et nous donner ton commentaire sur les qualifiés à ce moment-là. On va te demander un petit peu que tu nous parles de l'Occitanie et de comment ça se passe l'athlétisme en Occitanie, puisque tu es à la tête de cette grande ligue. J'imagine que c'est beaucoup de travail, qu'il faut gérer tous ces départements et l'organisation en fait de l'athlétisme. Comment ça se travaille? 25 000 licenciés, 200 clubs qui couvrent l'ensemble du territoire. Toutes les grandes villes sont représentées. Tous les départements, même les plus ruraux, ont une structuration qui leur permette d'accompagner et de recevoir tous les gens qui veulent pratiquer. Nous avons 500 entraîneurs, grosso modo, qui sont répartis sur ce territoire. Nous avons 250 officiels. Donc, nous sommes armés pour recevoir les gens, même si actuellement nous faisons des efforts particuliers pour mettre encore plus de monde en miroir, en quelque sorte, si les gens veulent s'essayer à l'athlétisme à partir des belles images qu'ils ne manqueront pas de voir sur les Jeux Olympiques de Paris entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Alors justement, les axes de développement ou les projets de 2004, parce que bien sûr il y a ces Jeux, mais au niveau de la Ligue Occitanie, il y a sûrement des choses qui se mettent en place. Vous travaillez, j'imagine, à l'accueil probablement de ces nouveaux licenciés. Complètement. La première des choses qui nous paraît la plus importante, c'est la formation. La formation étant une formation aussi bien de l'encadrement, que ce soit les dirigeants, que ce soit les officiels, que ce soit les entraîneurs, mais également la formation des athlètes. Nous avons ouvert tout à l'heure, Jean nous disait qu'il y avait plusieurs facettes à l'athlétisme. Il y en a une qui se développe, qui est hors stade actuellement d'une manière importante, c'est le trail. Nous avons mis en route un certain nombre d'encadrements pour le trail et récemment encore, il y a 10 jours, nous étions à Font-Romeu pendant une semaine pour pouvoir bénéficier d'un cadre exceptionnel, de conditions magnifiques et de permettre à une 50aine de personnes de rencontrer le trail et de savoir un peu leurs limites. Donc ce que nous espérons dans ce développement, c'est d'une part faire connaître ce que nous réalisons et nous vous remercions de nous avoir invités, c'est une très bonne occasion et ça devrait nous permettre de dire aux gens qu'ils peuvent venir pratiquer l'activité athlétique sous toutes ses formes. Il y en a toujours une qui leur conviendra. Dirigeons à présent vers l'handisport et notamment l'handisport dans l'athlétisme. On voudrait en savoir plus sur ce que la Ligue propose pour l'accueil des personnes atteintes d'un handicap et sa collaboration avec la Ligue handisport justement. Alors tout à fait, vous avez bien résumé la situation. La Ligue d'athlétisme n'a pas vocation à s'occuper des handisports. Mais à côté de ça, nous avons d'excellentes relations avec la Fédération française handisport. La meilleure preuve, c'est qu'aux Jeux Olympiques, les jurys seront
aussi bien employés sur les Jeux Olympiques que sur les Paralympiques. Eh bien, au niveau régional, nous faisons exactement la même chose. Lorsque la Ligue Handisport vient nous trouver pour organiser leurs championnats régionaux, qu'ils ont besoin soit d'un chrono électrique, soit d'un appareillage particulier, soit même des fois de quelques bénévoles pour les aider, eh bien, nous leur prêtons la main et nous participons. L'année dernière, les championnats de France à Auch, il y a 2 ans, les championnats de France à Albi. Le week-end prochain, nous sommes à Auch à nouveau pour pouvoir aider ce secteur et donc nos amis de la Ligue Handisport. Est-ce que vous savez en Occitanie combien il y a de clubs qui accueillent des athlètes handisport? Alors, jusqu'à maintenant, là, je vais reformuler la question auquel je vais répondre maintenant, formule qu'employait le général de Gaulle quand il avait besoin de gagner un peu de temps. Je n'ai jamais entendu dire qu'un club avait refusé un handisport. À chaque fois qu'un handisport s'est présenté, il a toujours trouvé chaussure à son pied dans le club dont il avait besoin. Quand vous avez les sauteurs en longueur à Soumani et Pavané sur Toulouse qui ont eu besoin de quelqu'un, ils ont trouvé. Lorsque sur Albi, le coureur de demi-fond a eu besoin de trouver un entraîneur, il l'a trouvé également avec Michel Molinier. Donc, si vous préférez, il n'y a aucun souci de ce côté-là et nous n'avons pas amplifié le mouvement, mais nous ne l'avons surtout pas empêché. Nous avons répondu aux questions qui nous étaient posées et favorablement. Merci pour toutes ces précisions. Je vais clôturer cette interview en posant une question qui s'adressera à vous deux. On voudrait savoir quel conseil vous donneriez aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'athlétisme. Alors moi je suis le président, il se trouve que Jean est le conseiller, donc je vais lui faire une belle passe en espérant que la 3e ligne n'arrivera pas en rabotant. Je la réceptionne, André. Du coup, le conseil, c'est de venir s'essayer à l'athlétisme. André nous l'a dit tout à l'heure, c'est 2500 clubs d'athlètes en Occitanie. On en a partout, on en a dans tous les départements. L'athlète, c'est large. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de disciplines, c'est beaucoup de familles, de spécialités. Tout le monde peut y trouver son compte. Et on peut également pratiquer plusieurs disciplines si on ne veut pas se spécialiser dans une seule en faisant des épreuves combinées, par exemple. Moi, j'ai une dernière petite question, un petit peu en off, mais justement, par rapport à l'école, qu'est-ce qui se passe par rapport à cet athlétisme qu'on a vécu une certaine génération et puis qu'il y a moins aujourd'hui? Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Est-ce qu'il y a du travail qui est fait? Justement, je pense que les Jeux, tu disais tout à l'heure, les Jeux vont être là. C'est vraiment une question qui interpelle. Est-ce que tu veux une réponse à la Teddy Riner, à la Stéphane Yegana ou la réponse du président d'un ancien syndicaliste en éducation physique et sportive? Je crois qu'ils ont raison, et je parle de Teddy Riner et de Yegana. Le français, d'une manière profonde, n'est pas sportif. À partir de ce moment-là, nous avons forcément quelques difficultés. Les professeurs d'EPS, et moi quand je le suis devenu, j'avais 30% de mon temps qui était en activité physique réelle. Maintenant, quand vous passez le concours, c'est réduit à moins de 15%. Donc forcément, on n'a plus que de l'éducation physique et le sport, avec la notion de vieux français, des sports, dans lequel il y avait performance, dans lequel il y avait compétition, dans lequel il y avait une forme d'affrontement, et de moins en moins d'actualité. Donc oui, ça nous rend les choses un peu plus compliquées. L'État s'en est bien rendu compte. Le 21 décembre dernier, ils ont sorti une circulaire qui voudrait remettre au goût du jour les sections sport-études. Je peux vous dire que dans le monde scolaire des profs d'EPS et même de l'UNSS, nous avons eu une levée de bouclier, un tollé, les gens y voyant qu'on venait leur manger dans la gamelle. Donc nous essayons de leur faire comprendre que chacun a sa place dans notre société. Tout le monde ne peut pas être tout le bib, tout le monde ne peut pas être pilote d'avion, tout le monde ne peut pas faire de la radio et tout le monde ne peut pas faire de la télévision. Donc chacun doit pouvoir trouver sa place et c'est cette juxtaposition de capacités qui fera que notre société réussira son virage ou pas.
Merci pour ce petit aparté, mais qui me paraissait intéressant de pouvoir souligner, parce que c'est vrai que ce sport à l'école, quand on passait, je parlais tout à l'heure du brevet populaire, c'est vrai que ça avait un petit côté sympathique, on pouvait suivre ses performances régulières, ça avait un petit plus, j'avais envie de le dire, parce que c'est vrai que ça apportait, je pense, à tous les élèves, un petit côté sympathique d'avoir ce petit carnet, le petit tampon, j'ai fait 8,50 m, j'ai fait 2,50 m, voilà, c'était un côté sympa. J'avais envie de... Merci André d'avoir répondu à cette question. Oui, merci pour avoir répondu à toutes nos questions. Enfin, un dernier élément pour nos auditeurs, où peuvent-ils vous retrouver sur Internet s'ils veulent en savoir plus sur l'athlétisme en Occitanie? Alors déjà sur le site internet de la Ligue d'athlétisme d'Occitanie, athlé-occitanie.fr, mais on a aussi un compte Instagram, Ligue d'athlétisme Occitanie, un compte Facebook, et on a même une chaîne YouTube où on met quelques vidéos très rarement, mais on en met quelques-unes de nos interventions, notamment quand on a des entraîneurs qui viennent intervenir auprès de nos entraîneurs occitans. C'est parfait. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets, le développement de l'athlétisme dans la région. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci. Maintenant, place à notre chronique sport et préparation mentale avec Didier Don, coach professionnel qui vous guide à travers les défis de la vie, vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu. Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà une nouvelle chronique sport et préparation mentale avec Didier Don. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Voilà, on est content de faire une nouvelle chronique. On rappelle Didier, donc tu es coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage and Talent. Avec 30 ans d'expérience dans le domaine du sport de haut niveau, tu accompagnes des athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. On va t'interroger sur un thème fort sur cette chronique à quelques semaines des Jeux Olympiques. Bonjour Didier. Bonjour. On va commencer sans plus attendre. Donc à quelques semaines de ce grand rendez-vous sportif universel que sont les Jeux Olympiques, la pression monte pour nos sportifs de haut niveau, mais c'est valable pour tous les sportifs, quelle que soit la profession, la pratique. Mais comment gérer cette peur de perdre? D'abord, la peur, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui fait partie de nos gènes. Hein. On l'a en nous, on est en notre état animal. Donc cette peur-là, elle est utile. Hein. Pour moi, s'il n'y avait pas de peur, un enfant, il tomberait de la chaise ou il prendrait la voiture. Donc les parents, l'environnement est en charge justement de gérer ces peurs-là pour la mener tout doucement. Sauf que à un moment donné, dans le haut niveau, la peur, elle devient quelque chose qu'on doit dépasser, que l'on doit traverser. Et si cette peur n'existait pas, on ne serait pas capable d'atteindre les records qu'on a aujourd'hui ou les hauteurs qu'on a à se dépasser. Donc c'est vraiment très important. Donc, cette peur, elle est utile. Par contre, elle est à la fois utile et intéressante pour pouvoir aller au-delà et aller chercher des titres et des médailles. Alors cette peur, d'où est-ce qu'elle provient? D'abord, elle est utile d'une part, hein, et en fait la peur, la problématique du français, c'est qu'en fait elle est en dehors de nous. Quand on fait une préparation, on considère qu'on n'aura jamais peur. Alors que les anglo-saxons, eux, ils l'intègrent à l'intérieur. Donc, en fait, la peur, elle est associée à l'apprentissage. Donc grâce à la peur, on va apprendre, on va modifier des comportements, on va modifier des attitudes, des postures en fonction de l'environnement. Et là, c'est le travail d'un préparateur mental. Hein. Le préparateur mental, il va justement travailler essentiellement là-dessus et enlever tous les doutes qu'on peut avoir sur le plan inconscient, sur le plan personnel, par rapport à l'événement qui va arriver, par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport à ce moment-là, cette situation-là, cette seconde, cette fraction de seconde sur laquelle je dois faire un bon choix. Et en fait, je sais le faire puisque je l'ai répété, mais je suis dénué de toutes les peurs parce qu'elles font partie d'un travail qu'on a à faire pour transformer ces peurs en ressources. Et en fait, plus on va avoir de ressources, moins ces peurs seront en place puisqu'elles sont associées. Hein, voilà, c'est important. Donc cette peur, elle provient vraiment de l'environnement, que ce soit des parents ou un entraîneur? Elle peut venir de l'entraînement. Moi, j'appelle ça de l'environnement. Mais bien sûr, elle peut venir d'un tonton, elle peut venir d'un papa, elle peut venir d'échecs mal digérés, elle peut venir alors là, il n'y a pas de règle là-dessus. Par contre, c'est vrai que l'environnement est important. Et cette peur de perdre, quelles conséquences sur le sportif dans son mental? Tout dépend ce qu'il va y mettre dessus, quoi. Si c'est sa raison de vivre, si c'est le fait de, je vois par exemple les joueurs de golf, hein, ils jouent leur vie sur des cartes, parce qu'un joueur de golf c'est 70 000 € une année. D'abord il faut y trouver des financements. Par contre, dès qu'il rentre sur le Tour européen, ça devient plus facile. Hein. Un joueur sur un Tour européen, il peut gagner entre 800 000 et 900 000 $ d'une compétition. Donc, mais quand tu joues sur l'Alps Tour ou sur le Challenge Tour, c'est pas le même travail, et là il faut qu'il se batte toute la journée. En plus, chaque fois qu'il joue, il a peur au ventre de pas ramener d'argent, quoi, parce qu'il faut bouffer, quoi. Donc l'argent vraiment
L'argent, c'est une démotivation quand on est joueur professionnel. Mais après, bon, il y a des sports comme le golf, mais il y a des sports comme le rugby, il y a des sports comme le foot. C'est pas les mêmes sommes. Mais quand vous faites les Jeux Olympiques, c'est les trois quarts des joueurs, ils ont pas d'argent, quoi. Et ils vivent avec peu d'argent. Donc, certains, ils ont même pas les moyens de se payer un préparateur mental, parce que ça coûte de l'argent. Et ils ont un ostéo, ils ont un entraîneur évidemment. Mais derrière, ils sont pas tous à l'INSEP non plus. Ils ont des structures minimales, quoi. Donc ils essayent d'y arriver, mais encore le plus beau, c'est quand on a peu de moyens pour arriver à faire des grandes choses. Pour tout renseignement, le site internet engagetalentdidierdom.fr. Merci Didier pour cette nouvelle chronique sport et préparation mentale. On se donne rendez-vous lors d'une prochaine émission afin de reconverser au sujet de la peur chez le sportif. Bonne continuation pour la suite et à bientôt pour de nouveaux conseils. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Gilles Castillon, Florence Delgal et Delphine Delru. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Gilles Castillon, vice-président en charge du développement sport pour toute la Ligue Occitanie de badminton et vice-président de la Fédération française de badminton, en charge en plus du projet Paris 2024. Nous accueillons aussi Florence Delgal, qui est quadruple championne de France de para-badminton en double dame et qui sera la capitaine du relais de la flamme olympique du 17 mai 2024 en Haute-Garonne, et Delphine Delru, championne d'Europe par équipe mixte de badminton et membre de l'équipe de France. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. On a avec nous en ligne Delphine. Nous allons donc commencer par elle. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre à quelques questions dans l'émission. Avant toute chose, est-ce que vous êtes bien redescendu de votre toit de l'Europe, comme titre la presse, après ce titre de championne d'Europe par équipe avec votre coéquipier Tom Gickel ? Ouais, là, ça fait déjà 4-5 jours du coup qu'on a gagné le titre. Du coup, on commence bien à réaliser qu'on est champion d'Europe et on savoure cette belle victoire. Ouais, je pense que c'était pour vous un chemin depuis plusieurs années. Vous étiez à la porte et puis on se disait de jamais 203 dans le mauvais dicton. Et là, pour une fois, vous avez fait tordre le cou à ce dicton en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 2 ans qu'on terminait à la 2e place avec des finales très serrées à chaque fois. Donc on était à chaque fois déçus de pas remporter ce titre. Et là, cette année, on a fait vraiment une finale incroyable et on a réussi à gagner ce premier titre pour la France. Donc on était hyper contents et hyper fiers. Et qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres années ? Je pense que on a un peu appris de nos erreurs de la dernière fois quand la première année surtout on menait et on n'avait pas réussi à finir. Donc là on était vraiment hyper concentrés sur ce qu'on avait à faire et on a essayé de pas se laisser submerger par les émotions quand on arrivait vers la fin du match pour pouvoir finir et gagner ce titre. Et que représente pour toi ce premier titre international ? Pour nous, c'est vraiment un accomplissement parce que c'est ce qu'on recherche déjà depuis 2 ans. C'était le dernier tournoi de la qualification olympique aussi, donc finir sur une bonne note comme ça amène plein de confiance. Et puis, c'était une petite page d'histoire du badminton français, donc on était hyper fiers. Vous êtes championne d'Europe en double. Comment se déroule votre collaboration avec Tom Gickel et comment lui aussi a-t-il vécu cette victoire ? Du coup, ça fait 8 ans qu'on joue ensemble avec Tom, donc on se connaît très très bien. On a beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif. On savait qu'on en était capable, mais du coup de le faire c'était encore plus beau et du coup avec Tom il y avait pas mal d'émotions à la fin du match. On était vraiment hyper contents et soulagés de enfin gagner ce titre. Alors on va parler inévitablement de l'événement qui arrive, les Jeux Olympiques en point de mire. Comment tous les deux vous allez préparer cet événement ? Alors j'imagine en double, peut-être aussi en individuel. Je ne sais pas comment vous avez prévu la suite. Là, on a une petite pause pour savourer un peu ce titre et se reposer de la qualification qui était assez longue. Et ensuite, on aura vraiment 2 mois de grosse prépa avec juste un petit tournoi au milieu pour
prendre nos marques et ensuite, ce sera entraînement à fond pour préparer les JO de cet été. Et on y croit quand même? Ah bah bien sûr qu'on y croit. On sait qu'avec Tom, on a déjà battu des paires du top 5 et tout. Donc, on sait que si on arrive à jouer à 100% de notre niveau, on peut aller chercher des belles choses. Donc, ouais, on y croit forcément. Mais toujours tous les deux ou tu vas aussi jouer toi en individuel la compète aux Jeux Olympiques ou c'est réservé? Vous avez d'autres individuels? Comment ça se passe? Nous avec Tom, on s'est qualifiés ensemble pour le mix, donc on joue que le mixte. Et chez les Français, il y a des simples qui se sont qualifiés, des doubles dames et double hommes aussi. Donc on aura une belle équipe de France représentée, mais nous avec Tom, on joue que en mixte. D'accord. Quelle est l'ambiance rapidement de cette équipe de France qu'on situe un petit peu, qu'on ait un peu d'idées pour vous suivre derrière? Du coup, là, l'équipe de France, il y a beaucoup de jeunes joueurs. On s'entend très bien. Ça fait déjà 10 ans qu'on est ensemble sur tous les tournois du monde. Donc, on s'entend tous très bien. Il y a beaucoup de potentiel. Donc, il y a le double dame Tran Lambert qui s'est qualifié. Popov en simple. Et en double homme, c'est normalement Labarre Corvée qui sera qualifié. Et simple dame aussi, Chouffet. Donc, on est 8 joueurs normalement à être qualifiés pour les JO cette année. J'imagine que dans un coin de votre tête, à tous les deux, il y a un rêve de médaille. Quels sont les objectifs? Déjà, le premier objectif, ce sera de sortir des poules, parce qu'au badminton, c'est 4 groupes de 4, et les 2 premières paires sortent du groupe pour les quarts de finale, donc ça serait le premier objectif. Et ensuite, à partir des quarts de finale, tout est possible, donc ça serait de chercher la médaille. La médaille, elle a pas osé le dire, Delphine. Déjà, une médaille, ce serait très beau, c'est jamais arrivé au badminton, mais si on a la médaille d'or, je serais très contente. Bon, super. Merci beaucoup, Delphine, pour cet échange. On croise les doigts pour vous deux et l'équipe de France. On va vous suivre avec beaucoup d'attention vos résultats, et on vous souhaite une bonne préparation à tous les deux et à toute l'équipe. On va maintenant poursuivre cet entretien avec Gilles et Florence qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup et puis bonne chance et puis on espère te retrouver avec une belle médaille autour du cou. Merci beaucoup. Gilles et Florence, c'est à vous. Après ce beau discours et ce beau témoignage de Delphine, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux d'abord par rapport à nos auditeurs. Alors Florence, on a le plaisir de te recevoir. Qui est Florence Dalgal en fait? Alors moi je suis joueuse de para-badminton depuis une dizaine d'années. Je suis venue au badminton par mes filles qui pratiquaient depuis un moment et de les amener un petit peu partout sur les tournois. Un jour, on m'a dit tu peux jouer aussi en fauteuil, donc je me suis lancée. Voilà. Par ailleurs, je suis aussi enseignante en classe élémentaire. À toi Gilles. Et moi je suis vice-président de la Fédération française de badminton en charge de Paris 2024 pour les épreuves de badminton et de para-badminton et je suis aussi également élu à la Ligue Occitanie de badminton en tant que pour le chargé du développement. D'accord, tu continues à développer dans tous les sens en fait. Et je sais, voilà, mais je développe depuis 1978, depuis que j'ai connu le badminton, donc vous pouvez imaginer un petit peu le développement qu'il y a eu depuis cette période. Très content d'avoir un spécialiste justement, donc Gilles, on va commencer la première question par toi. Est-ce que Gilles, tu peux d'abord nous expliquer ton rôle au sein de la Fédération française de badminton? Alors, je suis élu depuis 4 ans maintenant pour cette Olympiade et je suis en charge de Paris 2024. Donc, je suis d'abord en relation avec le comité d'organisation des JO et je réponds un petit peu avec des salariés pros de la fédération. Alors, de sollicitations, ça peut être effectivement, on a commencé par les volontaires qui devaient aider sur la compétition, les juges de ligne, le parcours de la flamme actuellement, d'autres événements aussi, la promotion des Jeux Olympiques sur le territoire. Les lieux de compétition, tu étais sur le terrain, tu as été voir comment ça allait se passer? Non, j'ai pas participé aux qualifications. Vous avez mais le terrain, l'endroit où ça va se jouer. Alors oui, je parle vraiment de terrain là. Tout récemment, on est allé à la Porte-à-Chapelle puisqu'il y a eu les internationaux de France de badminton. C'était au mois de mars, début mars. La salle avait été livrée un mois et demi avant. Donc grande découverte, c'était le test event pour les Jeux Olympiques et Paralympiques puisque c'est là où se dérouleront les épreuves. Et le technicien que tu est content du résultat? Alors oui, mais c'est pas moi qui ai vraiment suivi parce que c'est aussi tout le secteur événementiel qui a répondu au COJO, qui a envoyé avec le CIO aussi des équipes à tous les niveaux et qui ont scruté minutieusement tous les détails, les positions des terrains, la luminosité, j'en passe, c'est des meilleurs effectivement, des positions de caméra, des choses même auxquelles je m'attendais pas et ils regardent tout attentivement. Les Jeux c'est demain, alors où en es-tu dans cette préparation de Paris 2024 pour laquelle tu as été mandaté par la fédération? Alors mais là c'est, je dirais, la dernière ligne droite. Alors la dernière ligne droite, c'est actuellement ça y est, vous avez entendu parler, la flamme a été allumée à Olympie il y a 3 jours, elle va arriver dans notre région.
mais elle va parcourir aussi la France. Et là, actuellement, on travaille sur 2 relais collectifs. Chaque fédération olympique ou paralympique vont faire des relais collectifs. C'est une nouveauté sur cette Olympiade. Ça, c'est je dirais sur les rails. D'ailleurs, avec Florence, ce soir, on va à une répétition, voilà, pour préparer le relais collectif à Toulouse. Il y aura le deuxième qui sera au Havre. Voilà, où on en est. Effectivement, maintenant, les volontaires sont désignés. Tout est dans les mains du COJO. Alors, un dernier point, ce qu'on a aussi, c'est le Club France. Vous en avez entendu parler, je suppose. Ce sera au Parc de la Villette avec, il y a 20 fédérations qui auront un pavillon qui s'appelle Archifolie, et c'est en relation avec le ministère de la Culture, et ça s'appelle dans l'Olympiade culturelle, et les écoles d'architecture ont designé et sont en train de fabriquer des pavillons pour chaque fédération. Le nôtre est en cours de fabrication. J'ai eu des images il y a 3 jours. Voilà, ça va être très beau aussi. Et pour accéder à ces zones-là, c'est possible? Comment ça se passe? Ces zones-là seront libres, accessibles. Il est prévu d'avoir 25 000 personnes par jour, plus de 200 000 personnes sur toute la période, ou 700 000, pardon, les chiffres je les ai pas en tête, mais un nombre important. Il y aura une zone ouverte dans le parc de la Villette, ouvert à tout le monde, et puis après il y aura des zones un peu plus restrictives sur les espaces. C'est le lieu de célébration des athlètes qui viendront fêter leur victoire, voilà, pour aux Jeux ou aux Jeux paralympiques. En quoi consiste le fait d'être ambassadeur ou ambassadrice badminton aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Alors, nous avons, dès le début, vous parliez de ma mission, j'ai voulu effectivement que les Jeux rayonnent sur tout le territoire, et nous avons lancé avec le groupe JOP de la Fédération un réseau d'ambassadeurs. Effectivement, c'est un réseau qui vont essayer de promouvoir les Jeux, de faire des animations sur leur territoire. Voilà, partout, y compris en territoire ultramarin. Donc, effectivement, leur rôle, c'est de promouvoir un petit peu et de profiter des Jeux pour faire d'une grande fête, je dirais, sur leur territoire, avec que ce soit les ligues respectives, les comités ou les clubs de ce territoire. Donc il y a des ambassadeurs à chaque niveau, club, comité ou ligue. Alors, on sent qu'avec tout cet investissement et cette passion que tu nous décris, vraiment une question, toi qui étais sur le terrain, ces Jeux Olympiques en France, est-ce qu'ils peuvent, à ton avis, avoir un impact sur la pratique du badminton et plus généralement sur le sport? Alors, on l'a toujours vu. Après les Jeux Olympiques, il y a toujours un pic de fréquentation, une arrivée de nouveaux joueurs qui ont vu des joueurs pratiquer. Alors, ça sera encore plus avec Paris, puisque c'est chez nous. Je pense que cet engouement sera au rendez-vous. Les gens vont découvrir aussi une discipline qui est nouvelle, c'est le para-badminton. Mais là, Florence pourra nous en parler beaucoup mieux encore que moi. Et effectivement, ça fait partie des grands espoirs et les images. Et vous avez eu Delphine, voilà, les titres de championne d'Europe. Voilà, on parle de plus en plus du badminton et du para-badminton. Donc, les Jeux vont être le couronnement, je dirais, pour notre discipline et attirer de nouveaux adeptes. Alors justement, on a Florence là. Même question, Florence. Qu'est-ce que tu penses de ces Jeux Olympiques? Est-ce que ça va nous avoir un impact effectivement sur le para, justement, badminton et plus globalement sur le sport en France, de ton point de vue de championne en fait? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut apporter un engouement en particulier, des nouveaux licenciés dans toutes les fédérations. En para-badminton, forcément un peu plus parce que c'est peut-être un petit peu plus méconnu. Je trouve aussi qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits de la part des médias pour développer tout ce qui est paralympique. Il y a plus de visibilité au niveau des télévisions, etc. Moi-même en tant qu'enseignante, je sais qu'on est extrêmement sollicité par l'éducation nationale pour développer justement, faire des tas d'activités, d'événements autour de Paris 2024, des JO. Donc je pense que ça va amener un certain engouement. Oui. Alors, on va un peu passer sur Florence. On reviendra sur le relais, mais je vois quand même qu'on s'arrête un petit peu. 4 titres de championne de France, je le disais tout à l'heure, de para-badminton en double dame. D'abord, félicitations, c'est clair, c'est un événement. Et comment on devient championne et surtout, comment est née cette passion, Florence, de badminton? Alors, moi, le badminton, c'est un peu une histoire de famille parce que mes 3 enfants sont licenciés. Donc, j'ai beaucoup suivi mes filles sur des compétitions.
au niveau départemental, puis régional, national. Et donc, force de voir je me suis prise au jeu. Et ce que j'aime dans le badminton, c'est que c'est un sport dans lequel on s'amuse tout de suite très vite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir un très bon niveau pour apprécier. Donc il y a déjà ce côté loisir, il y a ce côté plaisir et partage. Et après, effectivement, vient le volet de la compétition où on se prend au jeu et on y va. Donc t'es rentré dedans comme ça et t'es monté progressivement. Moi, en fait, je suis arrivée au parabadminton au moment où il y a eu les premiers championnats de France qui ont été faits en décembre 2014 à Colomiers. Et du coup, j'étais toute jeune licenciée à ce moment-là, mais comme c'était si près de chez nous, on s'est dit on y va. Donc moi j'ai été extrêmement étonnée, presque émue même de voir la détermination, la volonté, le combat de tous ces sportifs. Et je me suis dit je veux en faire partie quoi. Et on a été extrêmement bien accueillis nous en tant que femmes parce il y avait très peu d'athlètes féminines en fauteuil. Donc les hommes étaient allez hop, ils nous ont pris et ils nous ont sous l'oreille. Et donc tu dis merci à tes filles aujourd'hui ? Oui, je dis merci à mes filles. Oui. Nous avons la chance de recevoir une sportive de haut niveau, doublée de la capitaine du relais de la Flamme Olympique qui aura lieu le 17 mai 2024 en Haute-Garonne au stade Ernest Vallon à Toulouse. Raconte-nous cette fabuleuse histoire avec la Flamme Olympique. Alors la Flamme Olympique, je dirais d'abord un premier volet, c'est que mon fils m'avait inscrit sur le site de Paris 2024 lorsqu'il fallait nommer des potentiels porteurs de la Flamme. Donc encore une histoire de famille. Voilà, c'est ça. Il a tout de suite pensé à moi, ce qui était assez émouvant. Il avait fait un petit texte. C'était vraiment émouvant, ouais. Et puis ensuite, j'ai été contactée par le président du comité départemental handisport, du badminton. Qui m'a proposé de faire partie du relais collectif. Donc j'ai dit ok. Gilles me disait reste sur ce relais collectif et puis j'ai été ensuite désignée pour être la capitaine à mon grand étonnement d'ailleurs parce que je n'y pensais pas. Alors, comment ça se passait un petit peu délivrez-nous quelques infos, parce que nous, on a juste entendu parler du truc, mais on ne sait pas de l'intérieur, donc on en profite de t'avoir avec nous, tous les deux. Donnez-nous des infos. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, puisque je suis un petit peu à l'arrière-boutique de ça. C'est Paris, on nous a demandé si on voulait d'abord faire un relais, d'accord, à la fédération. Du coup, on s'est porté candidat, on a dit oui, absolument. On a donné 10 lieux, voilà, on a dit quels seraient les lieux sur lesquels vous voudriez faire un relais. Donc on a proposé 9, pas 10, mais 9, qui étaient basés plutôt sur l'histoire du badminton. Voilà, et un petit peu aussi sur les performances, mais c'était plutôt l'histoire, le développement, encore. Et là-dedans, c'est le comité d'organisation qui a décidé, à la fin, après discussion, je sais pas comment ils ont décidé, il y aurait Le Havre et Toulouse. Voilà, donc à la fin, il y a eu une autre ville qui a été proposé au départ, et puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dit on va plutôt sur Toulouse. Donc du coup, je suis toulousain, je suis né à Toulouse, j'étais ravi, mais je n'y suis pour rien. Voilà, je tiens à le préciser. Et donc ravi d'avoir ça. Donc il a fallu faire organiser les candidatures. On en a eu de nombreuses, et alors, il a fallu faire un choix. Donc des choix sur l'engagement, l'historique, la performance, et à tous les niveaux des jeunes. Alors c'est 12 hommes, 12 femmes, donc il faut la parité. Ça c'est le comité d'organisation qui le demande. Et il a fallu effectivement sélectionner. Alors, j'étais ravi. Je souhaitais que sur Toulouse, on soit surtout l'inclusion et le partage, voilà, l'engagement qui soit mis à l'honneur. Et sur Le Havre, c'est plutôt le côté sportif et le développement. Voilà, comment ça va se passer concrètement ce relais ? Alors, actuellement, on a recruté. Alors, on rentre dans un petit peu dans le détail. On a 8 minutes. En fait, c'est pas une personne qui va prendre le relais, qui va transporter jusqu'à une autre personne. Il va y avoir Florence qui va récupérer la flamme. Voilà, en tant que capitaine, elle va récupérer. Je vais pas vous dévoiler le scénario, mais on a un chorégraphe que l'on a recruté, qui nous guide, nous avons des répétitions, je vous l'ai dit ce soir. Au Havre, c'est pareil. Alors, Toulouse, c'est le 17 mai, et le 5 juillet, ce sera au Havre. Voilà. Donc, après, il y a 8 minutes de chorégraphie, et là, j'invite tout le monde à venir découvrir. On vous voit donc à Ernest Vallon, c'est ça ?
Non, alors ce sera Ah. au Petit Palais des Sports. Petit Palais des Voilà, Sports. au Petit Palais des Sports, on va récupérer la flamme à l'entrée la flamme. Le porteur précédent va rentrer, il a donné à Florence. Il y aura toute une animation de 8 D'accord. minutes, voilà, une chorégraphie, la musique. D'accord. Voilà. On n'en Et saurait pas à plus. découvrir. Et il y a un deuxième porteur de la flamme parce que sur le relais collectif, ce qui est unique d'ailleurs, m'a dit Roxane, parce que je dois donner la flamme à Arthur Vakevich qui lui va la donner ensuite au relais pour faire sortir Voilà, la flamme. Elle dévoile déjà une partie du cœur de la chorégraphie. Ah, merci pour Non, Et si on mais parlait c'est de la- sport, Il est important de dire que je ne suis pas la seule porteuse de la flamme Mais sur, voilà. ce Mais relais. tu es la capitaine. pleine C'est la d'humilité, capitaine, et et on est deux. c'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Florence. Et pour conclure, une petite question pour tous les deux. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se mettre à la pratique du badminton? Alors moi je vais parler de para-badminton surtout parce que effectivement comme a dit Gilles c'est plutôt l'inclusion qui m'intéresse. Moi je fais partie d'ailleurs d'une équipe départementale parce que en Occitanie il y a des tournois inclusifs donc je joue aussi avec des valides et ce que je voudrais dire c'est que les joueurs n'hésitent pas à franchir la porte des gymnases parce que c'est pas si compliqué que ça, même s'il y a des réticences parfois parce que c'est plus de la méconnaissance, mais qu'il ne faut pas hésiter à franchir les portes pour aller jouer parce que c'est pas difficile. On peut aussi bien jouer avec des valides qu'on peut jouer avec des personnes en situation de handicap, mais le but c'est justement de pouvoir jouer tous ensemble. Gilles, le dernier mot? Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut venir découvrir. Ceux qui connaissent pas, effectivement, venir l'essayer, c'est l'adopter. Slogan bien connu, et c'est tout à fait applicable au badminton, le para-badminton et le air badminton, parce qu'on joue aussi maintenant une nouvelle discipline à l'extérieur. Mais c'est une autre discipline. Pour ton renseignement, on peut vous retrouver sur www.ffbad.org, c'est ça, au niveau de la fédération, ou badocc.org. Badoc.org, exactement. Merci en tout cas pour tous les deux pour votre témoignage, vos interventions dans cette émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets. Rendez-vous donc le 26 juillet pour ce lancement des Jeux Olympiques. Derrière nos équipes de France, vous connaissez maintenant la formule. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci Laurent, merci Nathan. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation avec la Minute Olympique. La Minute Olympique avec Gauthier Ajus. À 92 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Revenons ensemble sur un événement qui a marqué l'histoire des Jeux 40 ans jour pour jour. 11 août 1984, cap sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 1984 et plus précisément sur le football. L'équipe de France masculine, entraînée par Michel Henry, participe à ces Jeux en tant qu'outsider. L'illusion sur les résultats finaux n'était pas permise. Sans les vainqueurs récents du championnat d'Europe comme Michel Platini, Alain Gérez ou Jean Tigana, non autorisés à disputer les Jeux Olympiques, l'équipe de France était constituée de jeunes prometteurs. Il y a 40 ans, se disputait la finale face au Brésil dans un Rose Bowl de Pasadena plein à craquer. La première mi-temps est stable, mais les Bleus chamboulent la partie lors de la seconde période. Plus solidaires que leurs adversaires, ils inscrivent 2 buts en 5 minutes grâce à François Brisson et Daniel Guzereb. Les 3 coups de sifflet finissent par retentir et les Français décrochent la médaille d'or. À ce jour, l'exploit des tricolores est toujours inégalé. Et si on parlait de sport, fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 46e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Nathan et Gauthier. Et on commence cet agenda du 23 au 28 avril avec du cyclisme Tour de Romandie. Du 24 avril au 5 mai, gymnastique artistique avec les championnats d'Europe de Rimini en Italie et du tennis Master 1000 ATP WTA de Madrid en Espagne. Du 25 au 28 avril, judo avec les championnats d'Europe individuels et par équipe mixte à Zagreb en Croatie. 26 avril, football avec de la Ligue 1, Montpellier reçoit Nantes. En rugby, 28e journée de Pro D2, Béziers se déplace à Grenoble et Colomiers reçoit Montauban pour un derby. Et on continue du 26 au 28 avril, MotoGP avec le Grand Prix d'Espagne à Jerez de la Frontera. Le 27 avril, athlétisme, le Dunlop Golden Grand Prix à Shanghai en Chine. Football Ligue 2, Rodez se déplace à Concarneau. Et en rugby, le Stade Toulousain reçoit le Racing 92, Montpellier reçoit Perpignan. Le 28 avril, toujours en athlétisme, le marathon de Londres en Angleterre.
Et en football, Ligue 1, le TFC affronte Lorient en Bretagne. Du 28 avril au 5 mai, cyclisme, Vuelta, Tour d'Espagne, femmes. Et on finit cet agenda le 1er mai avec du football, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG affronte Dortmund en Allemagne. Et qu'en est-il du programme de la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on parlera de gymnastique, discipline athlétique ancestrale qui allie grâce, force et agilité. Nous en avons tous fait plus ou moins l'expérience à l'école, du sol à la poutre en passant par les barres asymétriques et le saut de cheval. Chaque discipline exige une précision millimétrée, une technique impeccable et une concentration inébranlable. La gymnastique, discipline emblématique des Jeux Olympiques, est devenue l'une des compétitions les plus regardées et admirées. Et puis en deuxième mi-temps, de la gymnastique à la danse, il n'y a qu'un pas de danse. De la grâce du ballet classique à l'énergie contagieuse du hip-hop, chaque style de danse offre une expérience unique et immersive. La danse, sous diverses formes, a fait son entrée aux Jeux Olympiques, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'expression artistique et athlétique. Parmi ces évolutions, le breaking, originaire de la culture hip-hop, est devenu une discipline olympique reflétant la fusion entre l'art et le sport. Les danseurs du breaking, connus sous le nom de b-boy et b-girl, rivalisent pour l'or avec des mouvements acrobatiques, des transitions fluides et une musicalité précise. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à André Olive, Jean Monnier, Florence Delgal, Gilles Castillon, Didier Dong et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 46e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise à chaque semaine pour produire cette émission. À Sébastien Corentin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et conseils avisés. Merci à Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Inès Swifi qui nous accompagnent pour la préparation de ces émissions. Et merci à Pauline Gaston-Condut, notre journaliste et co-animatrice de l'émission, pour son aide précieuse et la préparation à la réalisation de cette émission. Merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.